Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi plus de 35% des Africains vivent-ils dans la pauvreté, alors que le continent possède des ressources naturelles d'une valeur de plus de 120 000 milliards de dollars? Cela signifie que 35% de la population africaine, soit 438 millions de personnes, ne gagnent pas 2,15 $ par jour. Aucun rapport ne vous le dira. Mais le Congo à lui seul possède des ressources d'une valeur de 24 000 milliards de dollars. Pourtant, malgré cela, les ressources affluent vers les pays occidentaux. Pourquoi et comment? C'est à cause du contrôle financier que l'Occident exerce sur les pays africains et leurs ressources. Des institutions néocoloniales comme le FMI et la Banque mondiale offrent des prêts puis imposent des conditions sévères, récupérant parfois l'intégralité des revenus annuels des Africains en paiement d'intérêts. Mais cela ne s'arrête pas là. Des systèmes comme SWIFT ont été créés pour un contrôle financier supplémentaire, où tout l'argent africain devait être remis à l'Occident. Maintenant, dans tout cela, imaginez une banque puissante et unie qui contourne tout, totalement indépendante du FMI, de la Banque mondiale et de SWIFT. C'est précisément ce que l'Alliance des États du Sahel a fait maintenant. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et comment cela ramène-t-il toute la richesse et le pouvoir en Afrique? Dans cette vidéo, découvrons-le. Pour comprendre ce que l'Alliance des États du Sahel a accompli d'historique, nous devons d'abord savoir comment l'Occident a contrôlé les pays africains et prospéré pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. C'est un fait que le monde occidental doit ses gratte-ciel, ses autoroutes, ses banques milliardaires et ses universités d'élite à la souffrance de l'Afrique, et ce n'est pas une exagération poétique. Lorsque l'Empire britannique construisait des chemins de fer, ce n'étaient pas des ouvriers britanniques qui posèrent les rails. C'était la main-d'œuvre africaine, forcée ou payée en miettes. Quand le roi belge remplissait son trésor d'or et de caoutchouc, ce sont des membres africains qui étaient découpés et des dos qui étaient brisés. La France s'est enrichie grâce à l'uranium africain. Les Portugais se sont engraissés avec les diamants angolais. Et les États-Unis? Ils ont construit des industries entières sur des accords pétroliers et miniers qui ont exploité les nations africaines pendant des générations. Mais voici ce qui est encore plus sinistre. Après que l'esclavage et la colonisation ont officiellement pris fin, l'exploitation n'a pas cessé. Elle a simplement changé de forme. Au lieu des armes, ils ont utilisé la dette. Au lieu des chaînes, ils ont utilisé les taux d'intérêt. Au lieu des gouverneurs coloniaux, ils ont envoyé des fonctionnaires du FMI, des consultants de la Banque mondiale et des conseillers financiers. L'Occident a échangé les bottes contre des mallettes et le système de pillage est devenu plus sophistiqué, plus légal en apparence et plus mortel. Entrez dans n'importe quelle capitale africaine et vous trouverez un bureau du FMI non loin du palais présidentiel. Ils ne sont pas là pour aider. Ils sont là pour contrôler. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale se présentent comme des sauveurs. Ils prétendent sauver les économies en crise. Mais ce qu'ils ont réellement fait, c'est transformer les nations africaines en débiteurs permanents, dépendant de prêts qu'ils ne peuvent rembourser et piégés dans des politiques qu'ils n'ont pas conçues. Mais comment font-ils cela? Eh bien, voici comment. Lorsque les pays africains demandent des prêts, le FMI dit « Bien sûr, mais d'abord, privatisez votre approvisionnement en eau, ou réduisez votre budget pour l'éducation et la santé, ou vendez vos mines d'État et laissez les entreprises étrangères les gérer. » Ces conditions sont toujours les mêmes. Réduire les dépenses, ouvrir les marchés, supprimer les protections et céder les secteurs clés aux investisseurs internationaux. En bref, démantelez votre économie pour un prêt qui vous maintient à peine à flot. Et quand le pays ne peut pas rembourser, l'Occident prend des garanties, des droits miniers, des réserves de pétrole, des baux de port, voire des compagnies aériennes nationales. C'est un piège de la dette avec un sourire. Mais derrière ce sourire se cache un vampire qui saigne l'Afrique à blanc. Pour chaque dollar d'aide que l'Afrique reçoit, elle rembourse plus de 1,20 $ en intérêts et en remboursement de capital. Ce n'est pas de l'aide, c'est du pillage légalisé. Ensuite, il y a SWIFT, le tueur silencieux de la liberté économique africaine. Cela s'appelle la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, un nom qui semble neutre,
Mais ce n'est pas le cas. C'est le système nerveux central de la Banque mondiale. Il traite la plupart des transferts d'argent internationaux. Et devinez qui le contrôle? Pas l'Afrique. Pas même l'ONU. Il est basé en Belgique et fortement influencé par les États-Unis et les puissances européennes. Avant de continuer, dites-nous, appréciez-vous la vidéo? Si oui, veuillez aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur l'Afrique noire. Continuons maintenant. Voici pourquoi c'est important. Si un pays africain ose sortir des rangs, comme commercer dans des devises non dollars ou former des alliances indépendantes, l'Occident peut simplement les couper de SWIFT. Cela signifie pas de commerce international, pas d'accès aux banques mondiales et pas de réserves étrangères. C'est l'équivalent moderne d'un blocus. Pas de navires, juste des écrans bloqués. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait à l'Iran, au Venezuela et à la Russie? Ce furent toutes des attaques SWIFT. Maintenant, imaginez ce pouvoir utilisé discrètement pour punir les nations africaines qui refusent d'obéir. Ce n'est pas juste un contrôle économique. C'est du chantage financier à l'échelle mondiale. Et l'Afrique, avec ses importations et exportations transitant par les banques occidentales, est plus exposée que quiconque. On a dit aux Africains qu'ils ne pouvaient pas se gouverner eux-mêmes, qu'ils ne pouvaient pas gérer des banques et qu'ils ne pouvaient pas contrôler leur propre destin sans l'aide occidentale. Le FMI a appelé cela un soutien. La Banque mondiale a appelé cela du développement. La France a appelé cela un partenariat. Mais les Africains savaient en mieux. Ils savaient que ce n'étaient que de nouvelles formes de chaînes, tout aussi contraignantes que celles en fer qui ont traîné leurs ancêtres dans l'esclavage. Et maintenant, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 nations que l'Occident qualifie de juntes militaires, de régimes instables ou de démocraties défaillantes, font quelque chose qu'aucun gouvernement soutenu par l'Occident n'a jamais osé. Ils construisent un système financier africain indépendant, un système non lié à l'euro, non surveillé par le Fonds monétaire international, non restreint par la Banque mondiale, non surveillé par SWIFT. Ce n'est pas juste une institution financière, c'est un coup financier contre des siècles de manipulation coloniale. L'Alliance des États du Sahel a maintenant établi une banque centrale, une banque d'investissement pour le développement et un fonds de stabilisation, tous sous commandement africain, avec des priorités africaines, pour le peuple africain. Il n'y a pas eu de réunion à Bruxelles, pas de supervision de Washington, pas d'appel téléphonique à Paris, parce que cela a fonctionné, parce qu'ils ont agi. Alors que la CEDEAO dessinait encore des schémas et reportait la monnaie ECO pour la 3e fois, de 2015 à 2020, et maintenant à 2027, l'AES a simplement avancé, en silence, avec courage et détermination. Ce n'est pas une version édulcorée du FMI portant des imprimés africains. C'est un rejet total du manuel colonial. La banque AES est conçue pour faire ce qu'aucune banque néocoloniale ne permettrait jamais, c'est-à-dire donner aux Africains le pouvoir de posséder leur économie. Tout d'abord, la monnaie qui sera utilisée n'est pas liée à des fantasmes. Elle est soutenue par la véritable richesse africaine, l'or du Mali, l'uranium du Niger, le lithium du Burkina Faso. Ce ne sont pas seulement des ressources, ce sont des boucliers contre la manipulation. Lorsqu'une monnaie est adossée à une véritable richesse minérale, elle ne peut pas être facilement dévaluée par la spéculation des marchés mondiaux ou des attaques financières étrangères. Ce n'est pas seulement de la planification économique. C'est une défense économique. Une défense que la France craint, car elle signifie la fin de la domination du franc CFA. Une défense que le FMI craint, car elle supprime le point de pression de la conformité au service de la dette, une défense qui pourrait inspirer le reste du continent. Deuxièmement, cette nouvelle banque de développement n'est pas composée de consultants étrangers qui ne connaissent rien des réalités africaines. Elle n'exige pas que les nations réduisent les budgets scolaires pour se qualifier pour des prêts. Elle n'exige pas que l'eau soit privatisée ou que les transports publics soient vendus. Cette banque parle le langage des priorités africaines, agriculteurs locaux, entreprises locales, infrastructures locales. Elle financera des routes pour connecter les villages africains, pas des pipelines pour extraire des ressources pour des multinationales étrangères. Elle financera l'éducation, pas la surveillance.
C'est exactement le contraire de ce que la Banque mondiale et le FMI ont toujours fait. Troisièmement, le commerce entre les nations de l'AES ne sera plus enchaîné au dollar américain ou à l'euro. Cela seul est révolutionnaire. Fini le gaspillage des réserves étrangères juste pour importer des biens des pays voisins. Fini la dépendance aux devises contrôlées à Washington ou à Bruxelles. Fini la vulnérabilité aux sanctions. À la place, c'est le commerce intra-africain en monnaie africaine. Et pour la première fois, la valeur créée en Afrique reste en Afrique. Ce n'est pas seulement une réforme financière, c'est une libération économique. Et l'Occident panique. Cette révolution financière révèle ce que les institutions occidentales ont toujours nié. Que l'Afrique n'a jamais eu besoin d'eux, que l'Afrique est suffisamment riche, capable et souveraine pour se financer elle-même si on lui permet de respirer. Le AES le prouve. Et c'est terrifiant pour ceux qui ont construit des économies entières sur l'hypothèse que l'Afrique sera toujours dépendante. Et si cela réussit, les dominos tomberont. La Guinée, riche en bauxite, pourrait rejoindre. Le Tchad, avec son pétrole et son coton, pourrait suivre. Et plus significativement, le Togo, longtemps considéré comme un État pro-occidental, a maintenant signalé son intention de rejoindre le AES. Ce n'est pas seulement symbolique. Le Togo possède le port en eau profonde, le plus profond d'Afrique de l'Ouest. Avec le Togo dans l'Alliance, le AES n'est plus enclavé. La dernière barrière logistique est levée. Les routes commerciales sont désormais sécurisées et l'Alliance dispose de ports pour déplacer ses propres marchandises selon ses propres conditions vers ses propres partenaires. Cela change tout. La crainte en Occident ne concerne pas la stabilité. Il s'agit de l'accès au cobalt bon marché, à l'or non réglementé, à l'uranium sous-évalué et aux accords commerciaux privilégiés. Si l'Afrique devient autofinancée, l'Occident perd son accès gratuit. C'est pourquoi ils se taisent. C'est pourquoi ils sont nerveux. Parce que le jour où l'Afrique réalisera qu'elle n'a pas besoin d'eux, ils réaliseront enfin qu'ils ont besoin de l'Afrique plus que jamais. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Afrique, nous assistons à une alliance qui rejette à la fois les chaînes de l'ancien colonialisme et les menottes de velours du néocolonialisme. Plus de paperasse tamponnée en Europe. Plus d'aide, avec des conditions. Plus d'assistance technique de la part des mêmes voleurs qui ont pillé le continent. L'AES montre au monde et au reste de l'Afrique ce qui est possible lorsque vous arrêtez de demander la permission. Ce qui est possible lorsque vous arrêtez de mendier de l'aide. Ce qui est possible lorsque vous dites « c'est notre continent, c'est notre argent, c'est notre avenir, et nous l'écrirons nous-mêmes ». Qu'en pensez-vous? Tous les pays africains devraient-ils devenir membres de cette nouvelle banque et contourner les institutions occidentales? N'est-il pas vrai qu'il est temps pour l'Afrique de reprendre le contrôle de ses finances et de sa richesse? Dans la section des commentaires juste en dessous, partagez vos réflexions sur l'argument selon lequel aucun projet majeur en Afrique ne peut fonctionner, s'il a même une fraction de contrôle ou d'implication occidentale. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous proposons des vidéos sur l'Afrique noire, son histoire, ses arts et sa culture riche, et les choses que le monde devrait connaître. Merci de nous avoir regardés et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.